Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur et c'est pour ça que je la tourne malgré le fait que je suis un peu malade, un peu prise du nez et de la gorge et un peu fatiguée aussi. Mais voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'intuition et au cœur et je me dis c'est maintenant que j'ai envie de la faire et j'ai envie de la poster le plus rapidement possible parce que ce mois d'août, enfin, en général, les mois de vacances scolaires, pour moi, c'est un peu un accroissement de l'activité parce que il y a certains établissements qui accueillent du public handicapé et ben, qui sont fermés. Et il y a aussi les congés d'été qui font que des personnes partent en vacances et il y a besoin d'assurer un relais en fait auprès des familles accompagnées. Donc, d'où le fait que je sois un petit peu fatiguée. Et ça correspond aussi en fait aux accompagnements que je suis en train de faire là depuis plusieurs semaines. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à rendre un hommage, mais un hommage infini à ceux que je nomme non pas des aidants familiaux, parce que aider est un terme beaucoup trop faible. Les piliers familiaux, clairement, parce que pour moi, aider, c'est... ouais, tu peux pas m'aider à accrocher un cadre au mur, tu peux pas m'aider à relire ma lettre de motivation, voir si j'ai fait des fautes d'orthographe, etc. Pour moi, une aide, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt ponctuel et assez light, on va dire, en termes de charge émotionnelle. Or, là, je vais vous parler de deux accompagnements que j'effectue. Et donc, je les effectue tous les deux en parallèle, en fait, hein. Un jour, je suis chez l'un, un jour, je suis chez l'autre. Et je suis admirative de ces familles-là qui, malgré le fait que ce ne soit pas du tout les mêmes problématiques, qui font face aux mêmes difficultés, mais dont la première caractéristique de ces personnes-là, systématiquement, alors je parle des deux cas de figure là, mais bon, j'ai déjà remarqué aussi dans d'autres accompagnements, sans que ce soit moi qui les effectue, mais voilà, on en parle entre nous, donc je le sais. La première caractéristique de ces aidants familiaux qui sont des piliers familiaux, c'est de penser qu'ils n'en font pas tant que ça, que c'est normal, que n'importe qui ferait pareil à leur place. Alors, actuellement, j'accompagne un enfant handicapé qui a 12 ans, qui ne marche pas et qui ne parle pas. Donc, c'est un accompagnement que j'effectue depuis plus de 2 ans. Et parallèlement, cet enfant handicapé-là, c'est essentiellement la maman qui gère un petit peu voilà, les accompagnements, comment ça se passe avec l'IEM, parce qu'il est donc en institution, un institut éducatif médicalisé qui est fermé pendant 5 semaines l'été, ce qui est énorme. Et une dame de 90 ans chez qui j'interviens depuis à peu près 6 mois, dont ce sont les deux filles qui ont une cinquantaine d'années, voire peut-être un peu plus, je ne sais pas, qui gèrent pareil l'intendance, etc. Et moi je suis au milieu de ces familles qui au quotidien font des choses extraordinaires avec une patience, une bienveillance euh, que je trouve exceptionnelle. Je ne sais pas si je pourrais faire pareil, clairement, je ne pense pas, clairement pas. C'est des leçons de vie de côtoyer ces personnes-là, qui sont en plus très humbles en fait, et qui reconnaissent que de temps en temps elles craquent, etc., ce qui est tout à fait normal, mais toujours avec beaucoup d'humilité, beaucoup de retenue et beaucoup de culpabilité, alors qu'au quotidien elles abattent des montagnes. Donc vraiment, c'est vraiment là c'est le moment où je me dis, il faut que je leur rende hommage, malgré le fait que je leur dise au quotidien ce que je ressens et j'essaie de les valoriser parce que au quotidien, elles sont noyées clairement par ces accompagnements-là et toute la vie qu'elles ont à côté aussi. Ce sont des mamans, ce sont des sœurs, des amies, des voisines, etc., qui ont aussi toute une vie à côté, toute une vie qui est souvent mise entre parenthèses, en fait, hein, temporairement, pour pouvoir accompagner au mieux leurs proches, qui est soit handicapé, soit vieillissant, et pour qui l'autonomie se restreint. Et donc, vraiment, je pense qu'en fait, on parle beaucoup, oui, les aidants familiaux, ah, c'est très bien, c'est super de faire ça, et, ils ont du courage, etc. En fait, on en parle, mais on ne se rend pas vraiment compte, en fait, de ce que ça signifie au quotidien.
clairement, on n'a pas une idée, je pense, objective. Et moi, le but de cette vidéo-là, c'est d'apporter un peu de lumière et d'objectivité pour montrer que oui, c'est courageux, mais ça va bien au-delà du courage. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement que ces personnes-là, on ne les nomme plus des aidants familiaux, mais qu'on dise que ce sont des piliers familiaux, parce que clairement, sans ces personnes-là, tout s'effondre en fait, parce qu'elles prennent sur leurs épaules euh, beaucoup plus que ce qu'un humain peut endurer en fait. Et souvent, comme je l'ai dit, mais je le répète, elles sont dans une forme d'humilité, voire de culpabilité de ne pas en faire assez. Et alors que quand on intervient d'un point de vue extérieur, on se dit waouh, moi je suis là en tant que professionnel, je suis payée pour être là sur des laps de temps. Alors, moi, ma particularité, c'est que j'interviens sur des laps de temps qui peuvent être relativement longs, 3 heures d'affilée, 5 heures, 6 heures, 8 heures d'affilée, avec soit un enfant handicapé, soit avec une personne âgée qui est à domicile et pour qui il y a aussi des points de vigilance, notamment bon, des points de vigilance, on va dire, normaux par rapport au fait pas qu'elle tombe, qu'elle s'hydrate suffisamment, etc. Mais aussi quand il y a la canicule, tout ça, faire attention que voilà, faut pas qu'elle s'expose trop. Mais cette personne-là, comme elle est chez elle, elle a envie de sortir un petit peu s'aérer sur le balcon, etc. Donc il faut aussi composer avec ses envies, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser au quotidien. Moi, c'est mon travail. Et pour autant, je suis fatiguée. Alors, ces personnes-là, pour qui c'est le quotidien, c'est de la fatigue qui est décuplée, quoi. Et alors, je vais essayer d'être peut-être un peu plus précise pour vous dire un petit peu la manière dont moi je perçois les choses. Alors, par rapport à la dame de 90 ans qui est à domicile, donc ces filles déjà, ces deux filles, elles se relaient toutes les nuits pour dormir chez leur maman. Parce que leur maman commence. Moi, ça fait que 6 mois que j'interviens, mais j'ai l'impression que ça s'accroît. Voilà, les nuits, c'est pas madame se couche à 21 h et se lève à 6 h du matin. Non, c'est madame va se coucher quand elle en a envie, déjà. Elle va se réveiller plusieurs fois la nuit. Elle va se réveiller à 2 h du matin pour aller faire du tricot. Voyez des choses comme ça. Et donc les filles, elles se relaient, voilà, chaque nuit, une nuit c'est l'une, une nuit c'est l'autre, ou plusieurs nuits d'affilée l'une ou l'autre, parce que elles estiment que leur maman ne peut plus rester seule la nuit, parce que ça peut potentiellement être dangereux pour elle. Euh, Ça, on s'en rend pas forcément compte, mais le fait de venir dormir à domicile quand on est soi-même une personne adulte qui a des fois des enfants, des responsabilités et tout, c'est lourd. Et quand je dis dormir chez leur maman, ces personnes-là ne dorment pas. C'est pas, voilà, si la maman ne fait pas une nuit de 8, 10, 12 heures, les filles, elles sont pas là pour dormir pendant que leur mère, elle va vaquer à des occupations. Leur but, justement, c'est d'être là pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se passe de potentiellement dangereux. En plus, on est dans un immeuble et tout, donc voilà, je dis pas, c'est pas arrivé, mais qu'est-ce qui nous dit qu'un jour, cette dame-là, elle va pas commencer en plein milieu de la nuit à ouvrir la fenêtre, acheter des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que c'est aussi de la prévention de la part des filles. Ça, c'est que pour l'aspect nuit. Le jour, il y a tout ce qui est faire à manger, etc. Mais pas que, parce que une personne âgée, parfois, elle peut voilà, ne pas reconnaître ses enfants, avoir beaucoup d'agressivité envers eux, alors que ces enfants se dévouent pour elle, mais la personne âgée qui commence à avoir des troubles de la mémoire, des troubles de la cognition, etc., ne s'en rend même pas compte de tout l'investissement qu'il y a de la part de ses enfants, et peut être agressive, rejetante. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même euh, c'est un sacré quotidien. Ça, voilà, pour la personne âgée, voilà, un peu pour vous expliquer. La maman de l'enfant handicapé de 12 ans, donc cet enfant qui est en institution, quand il n'y a pas de fermeture de l'établissement, donc il est en institution de jour, hein, donc il part le matin et revient le soir, donc il dort chez lui toutes les nuits. Là, l'institution est fermée depuis 4 ou 5 semaines, je trouve ça énorme. Je pensais que c'était 2 semaines ou 3 maximum de fermeture, et j'ai appris ce matin que c'était fermé depuis le 14 juillet. Donc là, on est le 14 août, donc ça fait un mois que l'IUM est fermé et que l'enfant est retourné dans sa famille. Un mois. Je trouve ça aberrant en fait. Parce que du coup, les parents, eux, posent des congés
ces parents-là ont d'autres enfants, hein. C'est une fratrie de 3 enfants, hein. Donc, posent des congés, mais en ayant leur enfant handicapé qui est présent à domicile. Donc, est-ce qu'on peut parler de congé dans ces conditions-là? Je ne pense pas. Donc voilà, l'enfant est là, donc l'enfant euh, ne parle pas, ne marche pas seul. Il a fait d'énormes progrès, notamment par rapport au fait que les parents vraiment ont tout fait pour que, font tout d'ailleurs, hein, ont tout fait, ont déjà fait beaucoup et font tout pour qu'ils puissent avoir une motricité qui soit de plus en plus fine, etc. Et les progrès sont là, mais malgré ça, il ne marche pas tout seul en autonomie. Euh, il peut avoir des crises. On ne sait pas ce qui les déclenche parce que c'est un enfant qui ne verbalise pas, donc on ne sait pas s'il y a de la douleur physique ou si c'est des sons, des images, des choses. On ne sait pas ce qui le heurte en fait. Et donc là, la semaine dernière, par exemple, cet enfant-là a eu une crise, une grosse crise. Moi, j'étais présente. Euh, pour sa sécurité et pour celle des autres, il faut l'isoler. Mais c'est pas pour autant que la crise s'arrête tout de suite en fait. Donc c'est vraiment quand l'institut est fermé et que l'enfant se retrouve à domicile avec toute la vie familiale qui continue, les parents qui travaillent, donc là dans ce cas-là la maman travaille à domicile, elle reçoit des patients, etc. Les frères et sœurs qui sont à la maison parce que ce sont les vacances scolaires, qui reçoivent des amis, etc. Et il y a l'enfant handicapé qui est au milieu de tout ça et pour lequel la famille fait intervenir des personnes comme moi qui suis éducatrice spécialisée, mais il n'y a pas que, il y a une personne qui est professeure spécialisée pour les enfants handicapés, voilà. Et c'est tout ça qu'il faut gérer au quotidien. Donc c'est pas juste un enfant handicapé qui est en vacances, entre guillemets, parce que l'institut est fermé. C'est un enfant handicapé qui potentiellement, du coup, a sa routine qui est complètement déséquilibrée parce que pendant toute l'année, il va à l'institut le matin, il revient le soir, etc. Là, ça fait un mois qu'il n'y a rien du tout. Donc déjà, comment est-ce que lui il le perçoit, ça on n'en sait rien. Et voilà, donc la famille s'adapte et fait au mieux, mais voilà, avec toutes les contraintes du quotidien que ça sous-entend. Donc c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur vraiment, mais je le dis aux personnes concernées, mais je veux que tout le monde sache que ce ne sont pas des aidants familiaux, ce sont des piliers familiaux. Et je tiens à ce terme de pilier-là, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, ces personnes-là, les piliers familiaux, ne perçoivent pas, enfin ne reçoivent pas la reconnaissance de la part des personnes qu'elles aident, mais simplement parce que ces personnes qui sont aidées euh, bah, ne se rendent pas compte, soit du fait du handicap, soit du fait d'altérations cognitives et tout, ne se rendent pas compte de tout l'investissement que ces piliers familiaux mettent au quotidien pour leur faciliter la vie. Et quand je vous dis, là je vous parle de 2 familles, mais déjà c'est des conditions matérielles, euh, c'est tellement touchant. Par exemple, il fait froid, n'oubliez pas de lui mettre un pull, il fait chaud, surtout il ne faut pas qu'elle aille à l'extérieur. Vous voyez, c'est veiller comme si c'était une personne qui n'avait pas de handicap ou d'altération cognitive. En fait, c'est vraiment la considérer comme une personne à part entière, alors qu'on ne sait pas s'il a chaud, s'il a froid, on n'en sait rien, on n'est pas à sa place, mais la personne n'est pas en mesure de verbaliser ses émotions. Donc c'est anticiper, c'est se dire, voilà, on sait qu'il fait le temps là, donc il faut adapter, etc. Et donc ce sont des conditions matérielles qui sont déjà optimisées parce qu'au niveau de l'hygiène, au niveau de toutes les installations techniques, etc., tout est là, mais c'est aussi tout l'aspect émotionnel qui est là, c'est-à-dire on est là pour t'aider, t'accompagner au quotidien, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour toi. Mais nous, on s'oublie complètement. Alors, non, pas on s'oublie. On se met de côté complètement parce que ce qui compte le plus pour nous, c'est ton bien-être à toi, même si tu t'en rends pas compte en fait. Et je pense que ces personnes-là, qui sont des piliers familiaux, euh, elles ont déjà elles ont une certaine conscience de ce qui est juste en fait de faire en fait. Je pense que ce qu'elles veulent avant tout, c'est avoir une conscience tranquille de se dire je fais ce qu'il faut ou peut-être je fais ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi si j'étais dans cette situation-là.
Et ce sont des personnes géniales, vraiment. Et j'espère qu'un jour, ce terme d'aidants familiaux sera abrogé et qu'on parlera de piliers familiaux parce que ces personnes-là, ce sont des piliers. Et si elles s'écroulent, j'ai envie de dire un pilier, s'il s'écroule, c'est-à-dire s'il se laisse engloutir par le sol, et ben tout ce qui est au-dessus se casse la figure avec en fait. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important que ces piliers familiaux et elles, enfin ils, bon, c'est souvent des femmes, hein, désolée, mais bon, je dis ce que je vois. Je pense que ces aidants familiaux, ces piliers familiaux ont besoin d'aidants familiaux en fait, ou d'aidants, des proches aidants. C'est elles qui ont besoin de proches aidants parce qu'elles, ce sont les piliers. Elles ont besoin de la reconnaissance de leurs proches, qu'on leur dise je vois ce que tu fais au quotidien pour ton mari, pour ta femme, pour ton enfant, etc. Et je trouve ça génial en fait. Et je pense que ça manque cruellement parce qu'en fait, surtout en tant que maman, ou même en tant qu'enfant, hein, mais plus dans le rôle de mère, on trouve que c'est normal qu'une mère s'occupe de son enfant. Bien évidemment, c'est tout à fait, c'est normal en fait. Ben oui, c'est normal, sauf que là, on n'est pas dans une situation d'un enfant qui acquiert de l'autonomie au fur et à mesure du temps qui passe et qui, bah voilà, qui commence à parler, à marcher, qui va avoir, voilà, qui évolue dans ses études, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. On n'est pas dans ce cas-là. Là, on est par exemple dans le cas d'un enfant euh, qui certes fait des progrès au quotidien, mais dont l'autonomie sera toujours limitée et dont il y aura toujours une dépendance vis-à-vis des piliers familiaux. Pareil pour les enfants dont la maman est âgée, plus l'avancée en âge va inéluctablement avoir lieu, plus peut-être la dépendance va être forte et plus ces piliers familiaux vont être comment dire, mis à l'épreuve en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très important si vous connaissez des piliers familiaux, que vous les connaissiez de près ou de loin, dites-leur que ce qu'ils font c'est génial et que vous le voyez et que vous avez envie de le mettre en lumière parce que eux-mêmes, euh, je crois, n'ont pas conscience de tout ce qu'ils font au quotidien. Et donc vraiment, je tiens à leur rendre hommage de mon point de vue de professionnel, très humblement parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'à côté d'elles, franchement, je fais pas grand-chose. Clairement, je fais pas grand-chose. Je suis un tout petit relais et vraiment du fond du cœur, euh, je leur dis merci et je leur dis bravo et je les trouve exceptionnels et vraiment je pense que peu importe les croyances qu'on a, mais elles seront récompensées d'une manière ou d'une autre pour leur investissement. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.